Donc c'est le professeur Georges Casimir qui va remplacer le professeur Lepage, qu'effectivement je n'avais pas vu dans la salle. Et donc c'est lui qui va faire l'exposé sur les nouvelles vaccinations chez l'enfant et l'exemple du rotavirus. Merci beaucoup. Là, je voulais excuser M. Lepage, en effet, qui était empêché aujourd'hui, m'a demandé de le remplacer, ce que je fais avec plaisir, même si la vaccination n'est pas directement mon sujet de recherche. Il m'a demandé de présenter cet exposé relatif au rotavirus. Et on retombe effectivement de manière particulièrement importante sur cette dualité entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. On sait que la gastroentérite est la seconde cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. On sait combien les solutions de réhydratation orale ont été spectaculaires dans l'amélioration de la santé dans les pays en voie de développement et puis dans nos pays par rapport à l'hospitalisation pour gastroentérite en hiver, où on a réduit de pratiquement 80%. À un moment donné, au moment où on a introduit ces solutions de réhydratation orale et on les a données de manière prophylactique, on voit que des mesures parfois très simples peuvent avoir des effets extraordinaires, mais certainement la vaccination contre le rotavirus était, comme l'a souligné M. Stéphane, un élément absolument décisif, comme le sera, on l'espère, celle contre le virus respiratoire syncytial, si on y arrive dans les prochaines années. Alors, c'est vrai que le rotavirus est la cause majeure de gastroentérite infectieuse aiguë dans les pays en voie de développement et que cette charge conduit à des décès particulièrement importants, pratiquement à demi-million d'enfants dans les pays émergents. Alors, 2 vaccins ont été développés, on en a déjà parlé, le vaccin de GlaxoSmithKline, le Rotarix, le Rotatec par Merck, et ils ont été disponibles depuis finalement pas extrêmement longtemps, puisque c'est depuis 2006 et 2007, et ils ont progressivement, puisqu'on l'a dit aussi, ce qui est très important, c'est le taux de vaccination, et on peut comprendre d'ailleurs que ce taux de vaccination, à la fois pour des raisons immunologiques, mais aussi pour des raisons qu'il ne faut pas négliger non plus, qui sont liées à la malnutrition aussi des enfants et à une immunité qui peut être très différente dans les pays en voie de développement et dans nos pays. Malnutrition qui reste aussi un problème absolument colossal, même s'il s'améliore. Et donc, on va discuter précisément de ce taux de vaccination et des 2 vaccins. Le premier vaccin est un vaccin vivant atténué, atténuation classique par passage sur les différents milieux de culture et qui permet d'avoir une bonne protection par rapport à plusieurs épitopes bien spécifiques de différentes souches de ces virus. Et on sait que le fait d'être soumis régulièrement au virus sauvage conduit à une réduction du risque progressive, comme on peut le voir sur cette diapositive, ce qui souligne l'importance, bien entendu, dans les vaccins de disposer d'un nombre suffisant. C'est le cas aussi, on a parlé pour le pneumocoque, l'importance aussi de sources émergentes à certains moments et de nouveaux vaccins qui vont protéger les patients non seulement contre les premières souches vis-à-vis desquelles ils ont été protégés, mais ensuite de souches émergentes. Alors le deuxième vaccin est un vaccin pentavalent, lui, qui a été produit au départ de souches bovines et de souches humaines. Alors, le calendrier de vaccination comporte, comme vous pouvez le voir, à partir de 8 semaines, c'est-à-dire de 2 mois, en fait, de vaccination et ensuite une 3e vers l'âge de 4 mois. Et la protection est déjà opérante à partir du moment où l'enfant a reçu une première dose de vaccin, mais bien sûr, les vaccinations successives vont améliorer le taux d'immunisation. Et ce qu'on voit, c'est bien sûr dans les vaccins, on doit toujours étudier à la fois la safety, première chose importante, et le deuxième aspect, l'efficacité. On a dit combien les firmes ont réalisé une multitude d'études sur des cohortes absolument énormes de patients et le coût, bien sûr, que représente aussi le développement de ces vaccinations, qui est quelque chose de considérable. Eh bien, on voit que ces vaccins sont extrêmement efficaces, en particulier dans les pays industrialisés, où on atteint des seuils d'efficacité de 80, voire pratiquement presque 100% d'efficacité dans certains pays. En Amérique latine, on a dit que ces vaccins avaient été au début lancés au Brésil, notamment au Mexique. Alors, dans les pays émergents, ces taux sont moins bons. Ils varient entre, je dirais, 39
et 80%. Et donc on voit que les populations, les conditions de vaccination, toute une série de facteurs qui doivent être étudiés ne sont pas les mêmes forcément. Et donc l'importance de ces aspects doit tenir compte à la fois des chaînes du froid, à la fois des conditions de vaccination, de l'immunité des enfants, des conditions dans lesquelles la population se trouve pour que les vaccinations soient faites. Ce sont des études aussi extrêmement complexes par rapport à tous ces facteurs environnementaux aussi qui conduisent à ces différences. Et on voit ici par exemple que eh bien, par rapport à des pays développés où les taux de vaccination sont vraiment particulièrement bons, on a des taux moins favorables dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement. Ceci se répète pour plusieurs études, dont certaines publiées dans des revues prestigieuses comme le New England Journal of Medicine. Donc, même problème, efficacité du pentavalent qui montre aussi ce caractère relatif malgré tout dans les pays donc émergents. Alors, en fait, un deuxième aspect important, c'est la safety. Et on sait que la safety, c'est de tenir compte de problèmes qui surviennent, parfois des choses simples, parfois des choses plus graves. Et en fait, un ancien vaccin qui avait été développé au préalable avait donné lieu à une augmentation observée du risque d'intussusception, d'invagination intestinale chez les enfants en bas âge. Et on avait vu effectivement qu'à l'introduction de ce vaccin, eh bien, on avait une augmentation significative du risque d'intussusception. Alors, il y a eu de très très importantes études qui ont été faites pour étudier ce risque, est quand même quelque chose d'important parce que c'est une affection qui peut causer le décès du patient, en tout cas qui est parfois chirurgicale, qui est en tout cas lourde sur le plan de la prise en charge pédiatrique. Et en fait, on a pu réassurer globalement, en tout cas, la population et les pays qui utilisent ces vaccins pour montrer que ce risque en fait d'incidence était finalement très faible, sinon non présent dans plusieurs études, bien qu'il y ait encore à ce sujet un peu de discussion. Mais si on regarde une très très grosse étude qui a été faite sur une cohorte considérable, vaccinés placebo, plus de 30 000 enfants, avec en fait des suivis premiers mois jusqu'à 100 jours, jusqu'à 1 an, on voit en fait en tout cas que le risque relatif pour l'intussusception intestinale n'est pas différent entre les patients vaccinés et non vaccinés. On voit d'autre part qu'à 100 jours, ce n'est pas différent non plus. Et en ce qui concerne l'efficacité de la vaccination, eh bien, on voit que cette efficacité est effectivement tout à fait évidente, que ce soit au travers d'un suivi de 100 jours ou d'un suivi d'1 an. Et donc on confirme ici l'efficacité du vaccin contre le rotavirus, efficacité remarquable, et d'autre part le caractère en pratique non dangereux vis-à-vis de l'intussusception intestinale. Alors la mortalité à Mexico, eh bien, en fait, on voit qu'on a obtenu une bonne couverture, et c'est là aussi un point très important, comme on le disait tout à l'heure, il faut une bonne couverture vaccinale. 75% des enfants de moins de 12 ans avaient reçu dès la fin 2007 une dose du vaccin, et on se rend compte aussi ce que comporte sur le plan des pays, sur le plan de l'organisation, les vaccinations, et on voit en fait que l'on a vu tomber, comme l'a montré tout à l'heure M. Stéphane, la morbimortalité, le taux d'hospitalisation, avec une réduction des gastroentérites aiguës et de la mortalité de 35% globalement, 41% chez les enfants de moins de 12 ans, et plus tard 29%, alors que la vaccination chez les enfants qui n'étaient pas vaccinés, ce risque n'était pas du tout réduit. Et donc voilà l'image, je pense, que vous a montré tout à l'heure M. Stéphane. Donc efficacité alors dans des pays comme les USA, l'Australie et la Belgique. Là aussi, introduction en février 2006 du pentavalent. En Australie, on voit une introduction, donc c'est autour de 2006-2007. L'important, c'est d'avoir effectivement une couverture large sur 2 doses, voire 3 doses. Et on voit qu'en Belgique, ce sont les mêmes dates, 2006-2007, avec des recommandations du centre vaccinal d'avoir une couverture complète. Et celle-ci a été très largement obtenue. Et là aussi, on voit
ceci c'est en Australie, qu'on a une diminution très nette de la maladie et donc clairement l'efficacité de ce vaccin n'est pas à démontrer. C'est vrai en Belgique, les mêmes chiffres, les mêmes courbes sont obtenues et quand on regarde ce qui se passe sur le plan en fait post-vaccinal, eh bien on voit la chute de manière tout à fait nette. Ici un travail fait par Marc Raas en Belgique de la fréquence de cette infection et donc une amélioration qui a d'ailleurs en Belgique amené à peu près 12% de réduction de l'hospitalisation de gastroentérite fébrile dans nos hôpitaux, comme disait M. Stéphane. Ça réduit de manière significative et donc ça a un impact majeur sur la population de bien-être, mais aussi de santé publique, sur les coûts, bien sûr, pour l'État qui a des coûts qui doivent être aussi donnés alors et véhiculés vers d'autres problèmes de santé publique. Les vaccinations, ça offre aussi des possibilités de modification des défis de santé publique. Et ici, on le voit aussi par une étude de Marc Raas sur les cultures rotavirus positives et les cultures rotavirus négatives. On voit vraiment que le rotavirus diminue. Et là, on voit à l'hôpital des enfants à Bruxelles les infections nosocomiales à rotavirus, parce que c'est aussi un problème, c'est un virus extrêmement contagieux. Et les infections communautaires, eh bien, vous voyez, c'est spectaculaire. La vaccination a eu un effet sur les deux composantes d'une manière tout à fait remarquable. Alors, bien sûr, c'est ça qui compte, c'est de voir à la fois la réduction des gastroentérites dans la population, la réduction des hospitalisations, du taux d'hospitalisation, et on voit que dès l'introduction des premières doses, ce phénomène est objectif. Mais on va voir aussi que donc, ça a un effet sur les gastroentérites aigus, sur la fréquence des hospitalisations, mais on va voir aussi que ça n'a pas des effets, encore une fois, seulement sur la population des enfants jeunes, mais sur la population des enfants plus âgés aussi, parce que vous limitez bien sûr le réservoir. Et donc ça c'est très important, donc ça ce sont les images de réduction du risque. En fait, on a maintenant de très très larges databases parce qu'on a des patients qui ont été vaccinés qui sont considérables et on voit que dans les hôpitaux, ce qui est un bon moyen de tester aussi le problème, les visites pour gastroentérite aiguë ont très très fortement diminué au cours du temps dans les différents hôpitaux dans les pays industrialisés et bien sûr également dans les pays en voie de développement. Donc, ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est qu'il y avait une protection indirecte, et ça, c'est fondamental. On le voit d'ailleurs aussi pour le pneumocoque lorsqu'on vaccine les enfants dans les populations de plus âgés, des parents et des grands-parents. On a un effet favorable par le vaccin pneumococcique sur les populations de grands-parents, en vaccinant par le vaccin que l'on fait aujourd'hui chez les petits par le Prévena. Alors, notamment et par tous les vaccins, je dirais, qui sont développés dans le domaine du pneumocoque. Alors, on voit donc que les enfants plus âgés vont également être protégés avec une réduction de l'importance de la maladie, ce qui est évidemment tout à fait fondamental sur le plan aussi de la qualité d'un effet vaccinal sur une population large. Alors en termes de safety, bien, on a également évidemment maintenant des études qui couvrent des populations extrêmement importantes et on va s'intéresser à la fois aux aspects de signes cliniques qui représentent un nombre suffisamment important et en particulier on s'intéresse bien sûr à l'aspect de l'intussusception. Alors il reste encore, je dirais, des éléments de doute ou en tout cas des éléments qui nécessitent encore des études par rapport à l'intussusception parce que avec SICO notamment on a pu montrer un très très léger risque d'augmentation du risque d'intussusception, c'est vrai aussi au Brésil, mais ça mérite évidemment beaucoup de travaux parce que les raisons discordantes de ces résultats par rapport à ce qu'on avait déjà observé sur des études beaucoup plus larges doivent tenir compte aussi peut-être des conditions dans lesquelles ces vaccins ont été administrés et notamment que ces vaccins ont été souvent administrés concomitamment avec la vaccination au polio qui pourrait avoir des effets immunitaires ou des effets directs sur la réplication, par ailleurs, autre chose du vaccin contre le rotavirus. Donc les choses sont complexes et bien entendu, la vaccination, on l'a dit, c'est aussi un processus continu, c'est un processus qui doit être étudié, il y a l'émergence des nouvelles souches, il y a les problèmes qui sont aussi des problèmes de comportement de population et parfois de comportement médicaux.
Et donc, finalement, c'est particulièrement important aussi de se demander, bien entendu, si la vaccination contre certaines souches ne va pas susciter l'émergence de nouvelles souches. Pour le moment, en tout cas, dans le cas du rotavirus, nous n'avons pas, je dirais, d'éléments scientifiques démontrant l'émergence d'autres souches par la vaccination qui est réalisée. Donc, en conclusion, on peut dire que ces deux vaccins qui ont été introduits sont des vaccins tout à fait remarquables en termes d'efficacité, qui ont un impact majeur dans les pays industrialisés sur l'hospitalisation pédiatrique, sur le confort et sur la vie de nos patients, qui ont un impact majeur dans les pays en voie de développement, mais qui doivent s'associer bien sûr là d'abord à des études sur l'importance de la couverture, sur l'immunité des enfants, pour tenter d'augmenter les chiffres qui sont moins bons de manière évidente que ceux que l'on a dans les pays développés. Et donc nous avons là encore un grand travail aussi tout à fait passionnant d'ailleurs à réaliser, ou d'ailleurs les aspects de nutrition et de malnutrition des enfants et de l'effet de la malnutrition sur l'immunité ne sont pas nécessairement peut-être tout à fait étrangers. Bien sûr, on voit dès lors une réduction tout à fait majeure de l'hospitalisation. Et on considère que l'immunité que l'on obtient est certainement importante, mais là aussi nous avons comme toujours un besoin d'étudier sur le long cours pour voir si ces protections sont très durables ou si, le cas échéant, elles doivent conduire à des nouvelles protections plus tardives. Et on sait que dans le cas notamment de la vaccination contre la coqueluche, on revaccine des adultes qui parfois font des coqueluches atténuées d'ailleurs, mais qui surtout sont en danger de contaminer leur propre bébé avant même qu'il n'ait reçu les premières doses. Et donc il reste bien entendu, et c'est heureusement le cas pour l'intérêt de notre travail scientifique de tous les jours, des questions non résolues. Bien sûr, la protection que l'on peut obtenir sur la population largement, le monitoring de l'efficacité au long cours. Est-ce que malgré tout nous n'aurons pas de problèmes de souches émergentes? Et donc nous avons encore un travail important, mais par rapport à des souches vaccinales qui viennent d'arriver, avec 2005-2006, c'est le début de l'histoire, et c'est déjà une histoire remarquablement efficace. Et donc clairement, les vaccins, ça reste un des éléments qui ont conduit à améliorer de manière extrêmement spectaculaire l'espérance de vie des enfants. Et on sait qu'aujourd'hui, on estime qu'une petite fille qui naît dans les pays industrialisés a une chance sur deux d'être centenaire en bonne santé, et que notre espérance de vie à nous tous augmente en moyenne de 3 mois par an. Donc nous vieillissons de 9 mois tous les ans.